Que nous apprend donc ce roman, Les liaisons dangereuses? Il nous rappelle l'importance de cette métaphore filée de la guerre, sachant que la séduction, comme la sexualité, est construite à travers un discours. Et c'est d'autant plus vrai dans Les liaisons dangereuses, où l'action se construit essentiellement à travers des lettres. Donc il s'agit plus de convaincre avec des mots qu'avec des actes, donc de faire agir le pouvoir performatif du langage. Or, chaque individu, chaque artiste, comme je le montrerai plus tard, voire même chaque société, crée ses propres formes de séduction et de sexualité par des discours qui construisent des conduites sexuelles dont je parlerai plus tard, comme le sadisme, la domination ou la soumission, l'agressivité, etc. Alors on peut se demander, à ce moment-là de l'intervention, quelles sont les causes de cette métaphore filée? J'en vois au moins deux. D'abord, je rappelle que Laclos, qui est stratège militaire de formation, ce n'est pas lui qui invente cette isotopie de la guerre et de l'amour, parce que cette métaphore filée de la guerre, elle existe dans le discours amoureux depuis au moins le Moyen-Âge. C'est ce que Denis de Rougemont appelle, dans L'amour et l'Occident, le parallélisme des formes entre l'amour et la guerre. Il explique « Un ars amandis » qui donne naissance à un ars bellendis. Donc Rougemont explique, comme Freud, que l'instinct combatif est lié à l'instinct sexuel et que l'art d'aimer se nourrit du vocabulaire de l'art des batailles. D'où ce lien qui se tisse très tôt, et que donc Laclos n'invente pas, ce lien qui se tisse très tôt entre la guerre et l'érotisme, entre les codes de l'amour courtois et ceux de la chevalerie militaire. On a un exemple frappant dans notre littérature à nous, c'est le Don Juan de Molière, Acte 1, scène 2. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes et forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie de l'y faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter, tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne, et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs, et je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Je vois aussi une autre cause essentielle à cette isotopie entre la guerre et l'amour, c'est le fait que la France que décrit Laclos en 1782 est une France en temps de paix. D'où ce déplacement des impulsions belliqueuses, l'expression vient de Gaston Boutoul, qui est un grand théoricien de la guerre, qui a écrit notamment un fameux traité de polémologie ou encore le phénomène guerre. Donc déplacement des impulsions belliqueuses de la chevalerie aristocrate dans la sphère mondaine et amoureuse. C'est dire que ce changement de paradigme de l'amour courtois vers la guerre est aussi lié à un profond changement historique et culturel. Et d'ailleurs, Denis de Rougemont rappelle que les tournois sont le signe du déclin de la chevalerie qui se heurte dès le XVe siècle, par exemple avec la bataille d'Azincourt, à une réalité de la guerre devenue brutale et sanglante. La mécanisation de la guerre, de l'artillerie, le développement des canons vont rendre la guerre vraiment meurtrière et dévastatrice, ce qui va dissuader l'envie de faire la guerre en vrai, mais va déplacer les conventions guerrières vers celles de l'amour courtois avec l'idée de prouesse, d'exploit, l'idée de siège, de victoire et tout le vocabulaire érotique emprunt au registre militaire. Donc, en quittant les champs de bataille, les hommes de guerre au XVIIe et au XVIIIe siècle vont multiplier des règles de tactique, de stratégie, afin de donner un style à l'instinct guerrier, ce qu'on a pu aborder aussi avec la lettre précédente. Et ça, Nietzsche en parle aussi, on arrive à une sorte de spiritualisation de la guerre qui cherche à canaliser la brutalité meurtrière et coûteuse de la vraie guerre. Et dans le même temps, l'amour lui-même va devenir une tactique, ce que Rougemont appelle la guerre en dentelle, qui va culminer au XVIIIe siècle.
Je cite encore Rougemont. Don Juan cède à Tristan la volupté perverse à la passion mortelle, et la guerre en même temps se profanise. Au jugement de Dieu, à la chevalerie bardée de fer, ascétique et sanglante, succède une diplomatie retorse, une armée commandée par des courtisans en dentelle, libertins et bien décidés à sauver la douceur de vivre. Un peu plus loin, Rougemont cite les frères Goncourt qui parlent du XVIIIe siècle en ces termes. C'est dans cette guerre et ce jeu de l'amour que le siècle révèle peut-être ses qualités les plus profondes, ses ressources les plus secrètes, et comme dans un génie de duplicité tout inattendu du caractère français. Que de grands diplomates, que de grands politiques sans nom, plus habiles que Dubois, plus insinuants que Bernice, parmi cette petite bande d'hommes qui font de la séduction de la femme le but de leur pensée et la grande affaire de leur vie. Que de combinaisons de romanciers et de stratégistes. Pas un n'attaque une femme sans avoir fait ce qu'on appelle un plan, sans avoir passé la nuit à se promener et à retourner la position. Et l'attaque commencée, ils sont jusqu'au bout des comédiens étonnants, pareils à ces livres du temps dans lesquels il n'y a pas un sentiment exprimé qui ne soit feint ou dissimulé. L'isotopie du vocabulaire guerrier et amoureux, ce parallélisme entre faire l'amour et faire la guerre, n'est donc pas récent, il est très ancien, on peut même remonter au couple mythologique de Mars et de Vénus, ou sa variante de la chasse, Diane et Actéon, on peut penser aussi à l'archer et Cupidon. Et cette isotopie, elle est toujours d'actualité, puisqu'aujourd'hui on dit d'une femme qu'elle est une bombe, un canon, voire un avion de chasse, voire un missile atomique, surtout quand elle est parée d'impressionnants obus. On dit de l'homme qu'il a la trique ou qu'il est au garde à vous, qu'il soit tirailleur ou chasseur, qu'il monte à la hussarde ou qu'il soit chevauché par une Amazone. On a même oublié l'étymologie de certaines expressions, comme battre la chamade, de l'italien chiamata, qui désigne un signal militaire donné avec des tambours et des trompettes. On a aussi oublié l'ambivalence du verbe ravir, qui renvoie à la fois à l'enlèvement, au rapt, autant qu'au ravissement opéré par le charme. Je ne vais pas avoir le temps de revenir en détail sur les œuvres de Georges Bataille, qui a beaucoup traité cette question, comme dans Les larmes d'Eros, où il revisite ce lien entre Eros, Polémos et Thanatos, donc entre érotisme, guerre et sadisme, où il questionne la nature transgressive, morbide, voire cruelle de nos pulsions érotiques. Dans l'érotisme, par exemple, au chapitre intitulé « Le meurtre, la chasse et la guerre », il revient sur ce désir de tuer qui est possible chez chaque individu, même chez les hommes primitifs, parce qu'il enfreint l'interdit sacré de « tu ne tueras point ». Même si dans la guerre, ce meurtre se fait dans les règles. Parce que la guerre, comme la chasse, comme l'acte sexuel quand il est dénué de soucis procréatifs, ce qui est essentiellement le cas dans les liaisons dangereuses, bravent tous l'interdit qui est lié à la mort et au sexe, et permettent donc ce déplacement de l'agressivité dans d'autres domaines que la guerre, quand la guerre réelle vient à disparaître dans une civilisation. Donc pour finir, je voulais vous parler de Posséder et détruire, stratégie sexuelle dans l'art d'Occident, qui est un catalogue, fruit d'une exposition qui a eu lieu au Louvre, et l'auteur, Régis Michel, pose cette question. Pourquoi cette isotopie guerre-amour traverse les œuvres des artistes et même les relations qui peuvent se tisser entre les êtres? Alors, Régis Michel analyse chez des grands peintres, je vous donne quelques titres de chapitres, Delacroix, Le journal d'un masochiste, Jeunesse selon Rembrandt, Géricault ou le coït sadique, Picasso et la chose, ou Duchamp, le mécanicien du phallus, etc. Donc il analyse chez ces artistes ces rapports qu'il y a entre Polémos, Eros et Thanatos, et donc la représentation de ces pulsions dans les rapports amoureux. Donc on voit des obsessions sexuelles qui se lisent chez certains artistes comme un discours dans leurs œuvres. Alors on peut prendre l'exemple d'une guerre érotisée dans le tableau de David, L'enlèvement des Sabines, ou des étreintes agressives entre nymphes et satyres chez Géricault. Je cite Régis Michel. « L'étreinte du satyre devient si compulsive que la résistance de la nymphe est désespérée. Ce désespoir se traduit par un chaos gestuel dont la véhémence est extrême. Un bras tendu vers le ciel vide, une jambe se brise dans un élan, la tête chavire dans le désordre de la chevelure et le corps se désarticule dans un contrapposto qui défie toutes les audaces du vieux maniérisme. Or, c'est là que l'image veut en venir. L'intensité de la pulsion finit par produire la dislocation de la victime,
Toute pulsion, dit Freud, est d'essence agressive, mais celle-ci n'agresse qu'un seul objet, qui est l'autre. L'entreprise de Régis Michel, dans cette œuvre, qu'il énonce d'ailleurs dès son introduction, c'est de mettre à jour ces mécanismes qui structurent les images comme les symptômes d'une libido qui sera à la fois agressive et trouble, et qui parcourt les productions d'un artiste, et qui nous parle à nous, si on veut bien écouter ce que les images ont à nous dire. Donc, il nous est donné, au terme de ma conférence, de mieux voir ces pulsions érotiques et guerrières, qui sont souvent inconscientes et contradictoires, et qui fabriquent en profondeur les œuvres et les transcendent, ce qui tonifie du même coup notre regard à nous, et ce qui fait qu'elles sont pour toujours, et pour nous tous, des sujets de réflexion aussi intimes que collectifs, et perpétuellement à questionner. Mais qu'il me reste un peu de temps, je vais quand même vous rassurer en vous rappelant, je l'espère, que toutes nos relations à nous ne sont pas forcément belliqueuses et qu'on peut entretenir des relations de partage ou de découverte avec l'autre, pas forcément la guerre, mais la paix, quoi. Je vous remercie.